Merci, professeur. Merci à mes chers collègues. Je vais vous faire la présentation du cours sur les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui a été préparé par mes collègues Inès Méchiri, Yacine Diaw et moi-même, Sokhna Silo. Donc, pour ce faire, nous allons suivre ce plan d'introduction, de rappel sur la physiologie du système rénine-angiotensine-aldostérone, faire le mécanisme d'action, la pharmacocinétique, les indications posologie, les contre-indications, les effets secondaires, les interactions médicamenteuses et les éléments de surveillance pour finir par la conclusion. Donc, en introduction, nous allons dire par définition, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont des inhibiteurs compétitifs de l'enzyme de conversion qui dégradent l'angiotensine 1 en angiotensine 2 et la bradykinin en peptide inactif. Donc, l'intérêt est qu'il intervient dans le traitement de l'hypertension artérielle et dans l'insuffisance cardiaque chronique. Il a peu d'effets secondaires et a une action anti-néphroprotecteur. Donc, nous allons faire quelques rappels sur la physiologie du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, il faut savoir que c'est un système qui participe de façon majeure à l'hémostasie hydrosodée et à la régulation de la pression artérielle, qui constitue une chaîne enzymatique et hormonale dont le premier maillon est la rénine. Donc, elle est sécrétée au niveau rénal et elle hydrolyse l'angiotensinogène qui est sécrété au niveau du foie en angiotensine 1, qui est une décapéptide inactif. Donc, l'enzyme de conversion de l'angiotensine va permettre, quant à elle, de transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2, qui est la forme active, et va permettre aussi d'inhiber la dégradation de la bradykinin qui a une action vasorelaxante. Donc, on a aussi l'angiotensine 2, qui est la forme active, qui est une puissante hormone vasoconstrictrice qui agit à plusieurs niveaux, directement sur les récepteurs et indirectement en favorisant la libération de noradrénaline au niveau des terminaisons nerveuses, également responsable d'une rétention hydrosodée par l'intermédiaire de la sécrétion d'aldostérone et la stimulation du système arginine-vasopressine. On peut aussi avoir l'aldostérone, qui est une hormone minéralocorticoïde sécrétée par le cortex surrénal, qui permet la sécrétion régulée. Donc, en résumé, on dira que le système rénine-angiotensine est une cascade enzymatique qui nécessite deux étapes pour produire le produit actif. La première étape, c'est la dégradation de l'angiotensinogène en angiotensine par la rénine. Et la deuxième étape, c'est la dégradation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion. Donc, cette figure, plutôt, résume ce qu'on vient d'expliquer sur la physiologie du système rénine-angiotensine, qui commence d'abord par le foie, avec la sécrétion de l'angiotensinogène, qui est dégradé en angiotensine 1 par la rénine qui est sécrétée au niveau du rein, puis en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion. Et c'est cette angiotensine 2 qui est la forme active, qui agit à plusieurs niveaux au niveau de l'organisme, notamment au niveau du système sympathique, comme on avait dit tout à l'heure, avec la sécrétion de noradrénaline, qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Au niveau aussi tubulaire, au niveau du rein, avec la réabsorption du NaCl et du chlore, mais aussi au niveau du cortex surrénalien, avec l'augmentation de la sécrétion d'aldostérone. Au niveau aussi des vaisseaux, entraînant une vasoconstriction, mais aussi au niveau du lobe postérieur de l'hypophyse, avec une stimulation de la sécrétion d'ADH. Donc, tout ceci va entraîner une rétention hydrosodée avec une augmentation de la volémie et une augmentation de la perfusion de l'appareil justaglomérulaire. C'est bon, tout à fait. Donc, ceci aussi, c'est un tableau qui résume les effets de l'angiotensine 2 et ses résultats. Donc, on avait dit tout à l'heure que l'angiotensine 2, c'est la forme active qui a une fonction principalement vasoconstrictrice qui a pour résultat d'augmenter la pression artérielle. On peut passer. Donc, au niveau du mécanisme d'action,
il faut savoir que les IEC ont essentiellement deux mécanismes d'action. La première, elle permet d'inhiber l'enzyme de conversion qui permet de passer de la forme inactive à la forme active, c'est-à-dire l'angiotensine 2, dont leur effet est donc d'inhiber les effets liés à la synthèse d'angiotensine 2. Et la deuxième action, elle permet d'augmenter les concentrations en bradykinin, d'où l'augmentation de la biosynthèse de prostaglandine de bradykinin dépendante. Donc, au niveau cardiovasculaire, les IEC induisent ainsi une baisse de la pression artérielle par réduction des résistances artérielles et artériolaires périphériques. Elles peuvent aussi entraîner au niveau cardiovasculaire une vasodilatation avec un effet vasodilatateur direct sur les artères coronaires et un effet inhibiteur indirect sur l'effet vasoconstricteur de l'angiotensine 2. Donc, il faut savoir que ces deux effets combinés entraînent une augmentation de 20 à 25% du débit dans les artères coronaires et favorisent une performance à l'effort. Au niveau rénal, les IEC, en supprimant l'effet vasoconstricteur de l'angiotensine 2 sur l'artériole afférente du glomérule, peuvent diminuer la filtration glomérulaire. Cela explique que dans certains cas, une insuffisance rénale puisse apparaître après une institution d'un traitement par les IEC. Toujours au niveau rénal, cet effet de réduction de la filtration glomérulaire a été mis à profit pour protéger la fonction rénale et réduire la protéinurie chez certains sujets, surtout les diabétiques. Et l'inhibition de la dégradation de la bradykinin par les IEC potentialise leur effet vasodilatateur et améliore la fonction endothéliale des artères et artérioles. Donc, ici, c'est une autre image qui montre les effets des différentes hormones, surtout des différentes enzymes, surtout l'angiotensine 2, qui a un effet principalement vasoconstricteur et aussi joue un rôle dans la sécrétion de l'aldostérone. Tous ces effets combinés qui conduisent à l'augmentation de la pression artérielle, de même que la bradykinin, qui, quand elle est dégradée, elle donne des peptides inactifs qui sont vasoconstricteurs. Donc, l'IEC va venir bloquer l'action de l'enzyme de conversion. Donc, elle va venir bloquer la dégradation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2 et va empêcher aussi la dégradation de la bradykinin en peptides inactifs. Tout ça dans le but d'améliorer la vasodilatation et secondairement de diminuer la pression artérielle. On peut passer. C'est bon, Dr. Mamine, on peut passer. Donc, pour en venir à la pharmacocinétique, d'abord pour l'absorption, il faut savoir que certains IEC comme le captopril, le lisinopril sont absorbés de forme active, mais d'autres comme l'énalapril et le périndopril sont administrés de façon inactive. Donc, la plupart des IEC sont des prodrogues et l'absorption du captopril et du moexopril sont fortement réduites par les aliments. Donc, il est plutôt conseillé de les prendre 1 heure avant l'alimentation. C'est bon, Dr. Mamine, on peut passer. Donc, pour ce qui est de la résorption, elle est surtout digestive et elle est d'ordre de 60 à 70% pour la plupart des IEC. Les rédaction, il dépend des différents types d'IEC. Pour les groupes CHOL comme le captopril, ils agissent dans l'heure qui suit la prise. En revanche, les IEC du groupe carboxyl tels que l'énalapril n'agissent qu'après 1 à 4 heures après la prise. Diapo. Dr. Mamine, diapo. Ou bien ça passe plus. Donc, pour ce qui est du métabolisme, la plupart des IEC subissent un métabolisme hépatique et leur demi-vie entre 12 à 24 heures permet une prise journalière, à l'exception du captopril, qui a une demi-vie environ de 6 heures de temps, donc qui nécessite une prise biquotidienne. L'élimination est essentiellement rénale, mais seul le trendolapril présente une élimination au niveau à la fois rénal et hépatique.
Donc, il nécessite un ajustement des doses en cas d'insuffisance rénale pour la plupart des ISC. Diapo.